Dans les PME, ce qu'on observe par rapport aux sociétés cotées en bourse, une des différences importantes, c'est que, c'est un peu exagéré ce que je veux dire, mais on pourrait presque dire qu'il y a autant de pratiques de rémunération dans les PME qu'il y a de PME. Là. Alors, tu sais, typiquement, dans les PME, on retrouve toujours un salaire de base. Peu de gens acceptent d'être bénévoles, mais un salaire de base et un régime de bonification. Il n'y a pas toujours d'intéressement à long terme. Alors que dans des sociétés cotées en bourse, l'équipe de direction, en tout cas dans la plupart des cas, sinon dans 95% des cas, vont avoir de l'intéressement à long terme. Dans les PME, on a fait une enquête chez PCI et ce qu'on a réalisé, c'est que c'est à peu près 30 à 40% des dirigeants de PME qui sont admissibles à une forme d'intéressement à long terme. Puis là, souvent, ça va être plus sous forme de monétaire, payé en argent, alors que dans des sociétés cotées en bourse, c'est souvent payer une rétribution en base d'action. Alors, il y a des différences parfois entre les deux types de régimes, mais des fois, les gens disent que dans les PME, on paie moins que dans les plus grandes entreprises cotées en bourse. Je dirais, toute chose étant égale par ailleurs, faut faire attention. Il y a des dirigeants de PME, des PME qui ont beaucoup de succès, qui sont très, très, très bien rémunérés. Alors, tu sais, l'alignement, c'est sûr que la taille d'une entreprise est un prédicteur, mais si je prenais une entreprise cotée en bourse avec 500 millions de revenus, puis je prenais une entreprise à capital fermé avec 500 millions de revenus, je parierais pas que la rémunération dans une société à capital fermé est nécessairement inférieure à celle qu'on trouve dans une société à capital ouvert ou cotée en bourse. D'ailleurs, souvent, ces entreprises-là vont compétitionner pour le même talent, fait qu'il faut que la rémunération soit concurrentielle. Mais le design du programme de rémunération risque d'être différent dans les PME. Bon, les OBNL, ça, c'est vraiment les organismes à but non lucratif. C'est vraiment une catégorie d'entreprises, je dirais, distincte et très distincte des entreprises à but lucratif, là, parce qu'on peut pas rémunérer des gens dans des OBNL en fonction de la profitabilité. C'est pas leur mission, c'est pas leur raison d'être, et ni en fonction de la croissance des revenus. En tout cas, c'est pas pour cette raison-là que ces organismes-là existent. Donc, faut rémunérer les gens souvent en fonction de critères qui vont être liés à la mission de l'organisation pour être capable d'attirer le talent qu'il faut. Fait qu'il faut quand même payer relativement bien dans les OBNL. Parfois, les gens disent dans les OBNL, c'est tous des petits salaires. Les dirigeants d'OBNL, dépendant du type d'OBNL, certains sont assez bien payés. Si vous prenez la fondation du docteur Julien, puis qui veut avoir un pédopsychiatre social qui va travailler à temps plein pour lui au lieu de travailler dans le milieu hospitalier, probablement, j'ai pas vu la rémunération, mais je pourrais penser que la rémunération est inférieure à ce que quelqu'un pourrait gagner en travaillant comme dans le réseau public. Mais je pense pas qu'il arrive à avoir un pédopsychiatre qui va travailler à 65 000 par année, là, je veux dire, même si les gens peuvent être prêts à faire des compromis pour la mission, pour la raison d'être. C'est souvent, on va tirer, des fois, on dit, dans le monde, il y a deux types de personnes, puis c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais il y a les mercenaires, puis il y a les missionnaires. Les mercenaires vont aller travailler dans les ventes, dans des sociétés à capital fermé, à but lucratif. Les missionnaires vont travailler dans des OBNL. Mais j'ai travaillé récemment avec une fondation où la présidente de la fondation était une fiscaliste de formation qui travaillait dans un cabinet d'avocat dans le passé. Alors, c'est sûr que sa rémunération a beaucoup été ajustée à la baisse lorsqu'elle a pris l'emploi dans la fondation. Mais cela dit, elle gagnait pas 50 000 par année quand même. Fait que il faut payer correctement pour être capable d'attirer, mais on est toujours dans un niveau de rémunération beaucoup plus modeste. Par exemple, dans les ordres professionnels, on voit souvent un lien entre la rémunération des membres de l'ordre et l'équipe de direction de l'ordre. Fait que si vous êtes au barreau ou au collège des médecins, probablement que les gens vont être plus payés qu'à l'ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec, par exemple. Parce qu'on est dans deux ordres dont les membres, un infirmier ou une infirmière auxiliaire versus un médecin, évoluent dans des univers qui sont différents. T'sais. Et si votre raison d'être, par exemple, comme vous êtes une organisation, une OBNL qui offre du soutien aux sans-abri, mais on s'entend, puis vous vivez par les dons, on s'entend que vous allez devoir payer correctement pour que vous puissiez rencontrer votre mission. Mais si je vous dis que le président de la mission, il gagne, ou de l'organisation gagne 300 000 moi je fais un don de 100 vous me dites, il y en a combien de 100 qui vont pour payer le président ou la présidente? À un moment donné, il faut que ça tienne la route, ces choses-là. Fait qu'on peut pas dire on va les payer au salaire minimum. Les personnes vont pouvoir les diriger l'organisation pour offrir des services de qualité. Il faut quand même être conscient qu'on évalue dans un univers qui est très différent de celui des sociétés à but lucratif.
Dans le secteur public, je pense que la clé, si j'avais à définir en une phrase, qu'est-ce qui est la particularité de la rémunération des dirigeants, mais même pas juste des dirigeants, c'est qu'il faut que ce soit un niveau qui est socialement acceptable. Dans les médias, souvent quand on traite de la rémunération dans le secteur public ou dans des sociétés d'État, on essaie d'aller chercher ce qui va scandaliser un peu la population. Parfois, il n'y a pas de raison d'être scandalisé. Je pense qu'on essaie parfois de créer des scandales où il n'y en a pas. Mais il en demeure pas moins qu'il faut que ce soit socialement acceptable. Fait que, tu sais, si vous me dites qu'un haut fonctionnaire, par exemple dans la fonction publique québécoise ou fédérale, gagne 950 000 par année, probablement qu'on dirait, il me semble que c'est beaucoup. Hein, le premier ministre fait peut-être 275 000. Dans le secteur privé, oui, il y a des gens qui font dans les millions, on le sait, mais on trouverait vraiment ça un peu déconnecté de la réalité. Mais en même temps, vous pouvez pas payer un haut fonctionnaire 135 000 par année. Là. Écoutez, il va aller traîner dans le secteur privé, puis il va être chef de service, puis il va avoir la même paye. Faut trouver qu'est-ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui permet, dans le fond, d'attirer le talent requis. Un peu comme dans les OBNL tantôt, là, les apprendre en fonction du profil de compétences pour qu'ils puissent rencontrer les exigences. Si vous êtes le sous-ministre au ministère des Transports ou au ministère de l'Éducation, ou au Conseil du Trésor, on s'entend que c'est des emplois qui sont extrêmement exigeants. Ça prend des gens qui ont des qualifications supérieures. Donc, il faut quand même que la rémunération soit appropriée. Mais si ces gens-là allaient travailler dans le secteur privé, c'est très, très clair qu'ils gagneraient plus d'argent. Je veux dire, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais et c'est probablement correct que ce soit ainsi. Tu sais. Puis là, une différence aussi importante, c'est qu'il y a des gens qui vont dans le secteur public pour quelques années, qui se promènent public-privé. Il y a des gens qui ont fait des carrières comme ça, puis il y a des gens connus qui ont très belle carrière. Michael Sabia a été fonctionnaire fédéral au conseil privé, au fédéral. Après ça, il a passé au CN. Et puis, il est allé chez BCE, pardon, puis aujourd'hui, il est à la caisse de dépôt dans une société d'État. Fait qu'il y en a qui ont des carrières où ils se sont promenés un petit peu entre les deux, mais souvent, les gens qui travaillent dans le secteur public font carrière dans le secteur public. Ils rentrent, souvent pas longtemps après leur diplôme universitaire, et ils restent toute leur carrière, tu sais. Et là, je dirais, qu'on est comme dans des modèles aussi de carrière, de rémunération qui sont différents de ce qu'on retrouve dans le secteur privé, tu sais. Une certaine sécurité d'emploi. Certains vont dire, il n'y a plus la sécurité d'emploi qu'on avait, mais quand même, il y a une sécurité d'emploi par rapport au secteur privé qui est importante dans le secteur public. La possibilité, d'avoir quand même des promotions. Il y a un régime de retraite qui, en fin de carrière, finit par avoir, si c'était un haut dirigeant là, dans un secteur public, quand même un régime à prestations déterminées à 2% par année de service avec un volet de régime supplémentaire. Là, tu peux te retirer dans certains cas avec une rente de 130 ou 140 000 par année ou 120 000, en tout cas, peu importe le montant précis. Mais jusqu'à la fin de tes jours, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. Fait qu'on est dans des univers qui sont un peu différents de ce qu'on trouve et qui si j'avais à les situer, là, c'est sûr que c'est un peu entre ce qu'on retrouve dans le secteur privé et ce qu'on retrouve dans les OBNL. C'est un peu un entre-deux qu'on a. En conclusion, que ce soit dans le secteur privé, dans des OBNL ou encore dans le secteur public, dans tous les cas, je pense qu'au niveau des dirigeants, puis c'est vrai sûrement de l'ensemble des employés aussi, mais au niveau des dirigeants, il faut offrir une rémunération qui est considérée comme, qui va nous permettre d'attirer le talent requis qu'on a besoin pour rencontrer nos objectifs organisationnels. Puis qu'on soit une OBNL ou une entreprise du secteur privé, on a toujours des objectifs, on existe pour une raison, puis ça nous prend le talent requis. Fait qu'il faut payer de façon appropriée, mais ça va se traduire par des quantums puis des designs de programmes qui sont différents dans les trois cas que vous avez invoqués.